Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, c'est Alice et j'espère que vous allez bien en ce mois de septembre. C'est la rentrée et j'accueille à nouveau un professionnel du web et pas n'importe lequel. Thierry Chopin, directeur artistique indépendant et talentueux. Il nous parle en détail de son parcours avec ses erreurs et ses réussites. Une très belle interview tout en franche marade et en retour d'expérience, j'espère que vous apprécierez notre échange autant que moi. Hello Thierry, comment vas-tu en cette rentrée de septembre ? Mais très très bien, je te remercie. Il faut être transparent avec nos auditeurs, c'est la deuxième fois que tu reviens dans ce podcast. Oui, effectivement. Quand on aime, on compte pas. Écoute, moi je voulais faire une deuxième prise, je suis un fou. Ah là, t'es un fou. En fait, il y a eu un problème avec mon câble de micro, c'est pour ça que c'est la deuxième fois et Thierry a gentiment voulu revenir pour faire une deuxième prise. Du coup, ma première question, la deuxième fois que je te la pose, c'est est-ce que tu viens de Lyon à la base ? Eh bien non, toujours pas. Non, je viens pas de Lyon à la base. Je viens de Paris. J'ai pas grandi à Paris, je suis d'origine à la base en région parisienne. Et puis j'ai décidé, après quelques années à Paris, de m'exiler à Lyon, parce que j'en avais un peu assez de la grisaille parisienne, du stress aussi. Et envie de m'offrir un second souffle en fait. Et j'ai découvert Lyon en venant un week-end voir des amis. Et je suis tombé un peu amoureux de cette ville. J'ai trouvé magnifique, ensoleillé déjà, ça a changé de Paris. Et puis surtout plus familial, c'est ce que je recherchais en fait. Et donc, tu aimes la gastronomie aussi. Tout à fait, oui. J'aime beaucoup la gastronomie. Ça a été un facteur décisif pour venir. Est-ce qu'on vient à Lyon ou pas ? Il y a des restos, oui, alors on y va tout de suite. Non, et puis faut dire là-dessus, on est très très gâtés. Donc c'est juste le combo parfait quoi. Ah, c'est top. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web ? C'est une bonne question. Moi, c'est une relation fusionnelle que j'ai. Alors, le problème, c'est que c'est à la fois bon et à la fois pas bon. C'est sain et pas sain dans le sens où je l'ai au quotidien. Donc, à la fois, c'est mon travail. Et au-delà de ça, je peux pas m'en passer, en fait. Je l'ai sur mon téléphone, sur un monde connecté, chez moi, sur le système de domotique. Et j'ai un besoin de contrôle qui est très, très présent. Pour mon entourage, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont l'impression que je les trompe avec la technologie. Ton iPhone. Exactement. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais encore sur son iPhone ? Mais c'est bon. Non, mais je regarde juste vite fait comme ça. Donc voilà, et à chaque fois, c'est pour regarder soit des infos sur le graphisme. Enfin, c'est des trucs qui me concernent, qui sont autour de mon milieu. Donc oui, c'est un peu compliqué. Je pense une fois par an, j'essaie vraiment de m'en détacher. Ouais, tu fais une détox, une digital détox. C'est très très dur. C'est très très dur. Pour moi, c'est très très dur. Oui, il faut qu'on essaie de partir en vacances où on capte pas. Parce qu'à chaque fois, comme ça, c'est. Fond de l'Auvergne, c'est ça. Ce genre. On capte pas. Oh, ça va être chaud quand même. Non, mais du coup, une fois par an, j'essaye vraiment de poser sans ma montre. Le minimum, c'est genre, je pense, je prends mon iPhone et puis c'est tout. Mais c'est dur. Parlons un peu de tes études et de tes formations. Qu'est-ce que tu as fait ? Bien sûr. Écoute, moi, j'ai commencé avec un BT dessinateur maquettiste. BT. Alors, je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, brevet technicien, dessinateur, maquettiste. Alors là, non, bachelor, non. Non, Mais alors, c'était une formation qui m'a mis le pied à l'étrier sur la partie graphique. Ça me permet d'apprendre toutes les bases. Typographie, les couleurs, l'histoire de l'art. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et on avait un côté très manuel. C'est-à-dire que cette formation, elle servait à la base pour réaliser du print. Mais du print dans le sens où tu prends ta carte à gratter, tu fais ton logo, tu vas l'apporter à ton imprimeur, tu fais tes maquettes de magazines où tu redessinais tes éléments, tu calculais ton lettrage avec des chiffres que j'ai oubliés pour faire tes lignes de texte et tout. Non, c'était assez compliqué, très formateur. Donc quand tu faisais une maquette sur Photoshop, maintenant tu fais quoi ? Allez, 1 heure ou 2 heures, tu fais ta maquette, mais avant il nous fallait 12 heures en vrai, pour faire une vraie maquette, hein. Ouais. C'était pas du tout la même chose. Mais par contre, c'était super intéressant, parce que ça m'a appris l'acharnement. Je crois que c'est le mot, c'est l'acharnement. C'est ça. Ouais, mais ça t'a donné des super bases, oui. En fait. Après, oui, et puis de la persévérance aussi. Là, il fallait y aller. Quand ma prof de l'époque me disait « Non, tu recommences pour la 4e fois ton exécution parce que ton angle de Chine, ton aplat, il est pas bon, parce que t'as 0,3 mm de ce côté-là, 0,5, ça a chier, faut que tu refasses. » Mais en même temps, oui, c'était au millimètre près. Ah oui, non, quand on faisait en exemple, on avait des logos à refaire. Par exemple, tu disais, tiens, refais-moi le logo du GC, quoi. Donc tu avais une carte à gratter, tu te faisais ton truc, avec ta petite mine bleue, machin, tu disais, ah ouais, non, c'était vraiment, ça devait être vraiment
au poil du cul, comme on appelle ça. Donc, c'était très dur, c'était très très dur, mais par contre ça t'apprend de la rigueur. Clairement, là on en a bouffé de l'exé, on a bouffé du graphisme. Moi ça m'a plu, je me suis dit, c'est bien, c'est dur. Hein. C'est exigeant en fait comme métier. Oui, mais tu le retrouves aussi après, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est ce que tu vis au quotidien. Donc là on n'avait pas de PAO. Moi, le premier stage que j'ai fait en PAO, je suis arrivé avec mon langue de Chine et le mec m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas faire du dessin? Je dis, bah oui, je vais faire des... Non, il me dit, non, laisse tomber, mets-toi sur l'ordi là, fais la... Quand j'ai découvert ça, la PAO, j'ai fait, oh, mais c'est formidable! C'est génial! Oh, tu cliques là, c'est langue de Chine, oh, c'est génial! Non, ça n'a rien à voir. Donc c'était très très bien. Donc ça, c'était ma première partie d'études. Et après, j'ai fait une formation où c'est similaire à un BTS, communication. Et ça s'appelle alors technicien supérieur en données multimédia. Oui, enfin, oui, c'est en fait, ouais, ça a l'air super dur ce que t'as fait. Non, en fait, on apprenait en fait la gestion d'expériences digitales sur différents types de supports. D'accord. Donc on a essayé forcément les CD-ROM, les bornes interactives, les BD interactifs, tout support qui te permettait d'exprimer quelque chose sur du digital. Donc c'était super bien. Et ça, je l'ai fait en alternance. D'accord. Donc tu as appris à la fois le graphisme, vraiment les bases du graphisme avec limite l'encre, carte à gratter, et à côté ce BTS là, c'était un autre BTS, c'est ça? C'est un autre. Tu as appris à maîtriser d'autres compétences. Oui, et dont c'était essentiel. Oui, exactement. Parce qu'à la base, je voulais faire du print. Je trouvais ça super intéressant. Et j'ai fait 2-3 stages et je trouvais ça bien, mais très plat. Bah oui, forcément, parce que là tu te dis, c'est bien, ça bouge pas. Hein. Non, c'est normal. Tu fais bouger la feuille. Exactement. Mais ça bougeait toujours pas. J'ai vu les 2-3 sites qui commençaient à être intéressants. Je me dis, mais c'est génial, on peut intégrer de la vidéo et tout. Donc je me suis intéressé à ça et j'ai trouvé une formation pour pouvoir me pencher vraiment dessus. Et j'ai fait ce BTS qui était en totale corrélation avec ce que je voulais faire. Et là, j'ai commencé vraiment à découvrir tout le panel de choses sur le multimédia que tu pouvais faire. Et je suis tombé amoureux de ce métier-là. Ta première expérience pro, du coup, en alternance, c'était chez Nurun, je le dis bien? Oui. Okay. Après, je t'avoue que Nurun, voilà. Moi, je dis Nurun. Il y en a qui disent Nurun. Écoute, l'important, c'était d'y aller. Hein. C'est ça. Non, oui, c'était ma première expérience. J'y suis resté un peu plus de 2 ans. Alors ça, je l'ai fait en alternance via mon BTS. Donc, c'était très, très bien. J'ai trouvé mon stage avant de trouver mon école. C'était bizarre, mais c'était comme ça. Pourquoi pas? Je savais qu'il fallait que je trouve une école et il me fallait forcément un stage, donc j'ai démarché un peu à l'aveugle. Et pour être honnête avec toi, je connaissais pas Neuron, parce que comme je découvrais un petit peu le multimédia, j'ai vu qu'il y a un poste dans cette agence qui se libérait. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller, on sait jamais. J'avais fait un petit portfolio vite fait, un peu sympa. Et au final, j'ai été pris comme assistant directeur artistique. Et quand j'ai été voir à l'école pour poser mes papiers et tout, on me dit, oh, t'es chez Neuron, mais c'est vachement bien, c'est une boîte internationale et tout. J'ai regardé, je fais bah bon, je sais pas, je connais pas, on verra. Et quelques semaines après, j'ai compris effectivement que c'était pas du tout l'ampleur que j'avais en tête. Là, c'était une boîte internationale, on était 150 en France, 200 en Chine, enfin c'était vraiment une grosse boîte. Donc t'as bossé sur des clients assez gros. Ouais, alors il y avait pour moi ce que j'appelle un peu prestige, parce que quand tu as au téléphone la Chine qui te dit oui, on vous envoie les pack-shots qu'on a fait avec machin pour L'Oréal. Ouais, très bien, vas-y, balance. Oui, bien sûr. Non, c'était bien, j'ai eu beaucoup de chance parce que là-bas c'est divisé en différents types de pôles. T'as des pôles luxe, des pôles corpo, des pôles voyage. Moi j'ai testé pas mal de petits pôles pour voir un petit peu où j'étais à l'aise. Ça c'est bien de tester un peu tout. Ouais. Alors j'y avais pas d'obligation, mais je me suis dit que j'étais là-bas pendant 2 ans et demi. Autant essayer de voir ce que je pouvais apprendre le plus possible. Donc j'ai commencé sur le pôle voyage avec le Club Med, c'était cool. C'était justement la reconversion. Le Club Med a eu besoin, il y avait à un moment donné un repositionnement à faire parce qu'ils étaient classifiés un peu sur les bronzés fonds du ski. Et ils voulaient avoir un côté un peu plus luxe. Là, Neuron s'est occupé un petit peu de les accompagner dans cette démarche-là et de faire les premiers sites e-commerce en Flash. Oh, Flash. Ça remonte un peu. Oh my god. Mais par contre, c'est interactif. Voilà. Ah, c'était interactif. Premières animations, quand tu cliques sur le formulaire, t'avais des trucs. Ah, magnifique. Non, c'était vraiment bien. C'était vraiment super bien. Donc là, j'ai appris vachement de choses. Et j'ai eu la chance d'avoir un maître de stage, un DA qui m'a beaucoup accompagné. Ton mentor. Ouais, mon mentor. Et pour le coup, il n'était pas simplement là pour que je l'aide à faire du taf qu'il ne pouvait pas faire.
ou apporter le café ou autre, parce que ça arrive aussi. Mm. Non, là, il me crée des exercices spécifiques. Par exemple, il me dit, écoute, là, on a une page à faire pour Club Med, cherche les tons colorés qui vont aller avec telle ou telle photo, fais attention à ton cadrage, là, on a une bibliothèque de photos, choisis celle qui va correspondre le mieux pour illustrer telle ou telle offre. Là, regarde ta typo, est-ce que l'interlettrage, il est bien? Il m'a vraiment accompagné et il me crée des petits exercices spécifiques. Ah, c'est top. Et le souvenir que j'ai, c'est il m'a prêté un bouquin. C'était un bouquin sur la typo et sur comment gérer la typo sur du print. Mais finalement, il utilisait déjà ça à l'époque pour l'intégrer sur du web. C'est-à-dire, fais attention, là, les accents sont obligatoires. C'est toutes les règles de typo qu'il fallait faire, qu'on oublie. Alors maintenant, Oui, bien sûr. là, des fois, je vois des capitales qui sont pas accentuées. Je vois plein de trucs comme ça. Tu dis, non, ça c'est interdit, ça, par la loi de la typographie, c'est interdit. Non, Police de la typographie. Ah ouais, non. Donc du coup, il m'a appris un petit peu à faire attention à tout ça. Donc je suis resté quelques temps avec lui là-dessus, et après, j'ai bossé avec d'autres DA, quand j'étais un peu plus avancé sur ma formation, sur Louis Vuitton, Renault, L'Oréal, j'avais du Europe Car aussi, enfin pas mal de choses assez, avec des grosses marques, d'autres un peu moins, mais vraiment c'était vraiment intéressant. Ouais, J'ai vu un des gros projets intéressants. Ouais. Ouais, donc du coup j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Ok. Ensuite, en 2009, tu te mets à ton compte en tant que directeur artistique à Paris. Non, attends. Avant, c'est Mode d'Emploi. Si vous entendez un miaou, c'est mon chat. Oui, voilà, tu as été directeur artistique junior chez Mode d'Emploi à Paris. Alors j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi. Parce qu'à la fin de Neuron, donc j'ai obtenu mon diplôme et tout, et on m'a proposé un CDI là-bas. J'ai décliné parce que j'avais envie d'explorer d'autres choses. J'aime beaucoup tester plein de choses. Ouais, c'est chouette de faire ça. C'est chouette. On m'a dit mais t'es fou, c'est Neuron, Ouais, tu vas c'est ça. pouvoir te former, tu vas bosser sur des trucs super bien. Mais j'y suis resté pendant 2 ans et demi. J'ai dit bah faire le tour. Je vais pas dire que j'ai fait le tour d'appel, mais au moins ça m'a permis d'apprendre leur typologie de projet et tout. Donc je me suis dit non. On me proposait de bosser exclusivement en plus sur dans le pôle un peu corporate, et c'était une nouvelle marque qu'ils avaient rentrée qui s'appelle Nutella. Du coup j'aurais dit non, je suis assez gros comme ça, faut arrêter, Voilà, c'est bon. Hein. Moi je dis non à Nutella. On arrête, hein. Non, Voilà, c'est pas c'est bon. bon. J'ai boycotté. Non, du coup après je me suis dit bah je vais essayer de me trouver un autre axe de boulot, et j'ai été chez Mode d'Emploi. Ok. Et chercher au départ c'était pas un DA, c'était un graphiste Ok. senior pour accompagner l'équipe, et au bout de 3 mois, je crois, je suis passé directement DA Junior. Et ouais, j'en voulais un petit peu, c'était une petite agence. Alors là, c'est comme j'avais testé Neuron qui était immense. C'est ce que je te disais au préalable, hein, quand t'avais une image, les mecs te disaient bah, très bien, pour Club Med, vous envoie le cliché comme on l'a fait de Bali, c'est juste génial. Ouais, Là, Mode d'Emploi, ça avait rien à voir, c'était une petite structure. On était quoi, je crois, 20-25 à tout casser. Ah ouais, Par rapport aux différent. 150 de Neuron, mais par contre, c'était pas les mêmes projets. Là, on était plus sur de l'événementiel, donc c'était intéressant parce qu'on était vraiment dans le speed. Neuron nous prenait le temps, il y avait beaucoup de charrettes aussi, mais on prenait le temps de construire, c'était des gros projets ou des grosses campagnes. Là, c'était de l'instantané. On avait typiquement des projets comme mise en avant d'un nouveau GPS pour Garmin, des nouvelles enceintes connectées pour Philips, une nouvelle gamme pour DIM, ou un nouveau téléphone à mettre en avant pour Bouygues. Enfin, c'était des choses très, très éphémères qui duraient. C'était une campagne qui durait 6 mois. D'accord. Autour de ça, on devait créer un mini-site internet, souvent avec un instant gagnant. La campagne digitale sur les différents supports qui étaient autour de ça, et un petit peu de print. Okay. Donc quand je suis passé DA là-bas, là c'était pas du tout la même chose que chez Neuron. Il y a eu beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire que je gérais toute l'équipe, donc avec un autre DA junior aussi. On avait une équipe de, je crois que c'était 4-5 personnes à gérer. D'accord. Donc il y avait des illustrateurs, des concepteurs, des graphistes, et on gérait l'ensemble de cette team-là. Alors j'étais assez jeune, entre guillemets, ça faisait beaucoup de travail. On faisait le planning, la présentation client, les templates des maquettes initiales, et la gestion du travail des équipes. C'est-à-dire qu'il fallait passer chez voir tout le monde pour se dire c'est bien, c'est pas bien, corriger. C'est ça. D'accord. Plus les différentes réunions et tout ça. Donc c'était des journées un peu longues. Ouais, j'imagine. J'arrivais tôt et je repartais tard. D'accord. Très très dur. Vie en agence parisienne, quoi. Ouais, mais j'ai beaucoup appris. Ouais, c'est ça. C'était la première expérience de gestion d'équipe. Donc ça m'est arrivé rapidement, donc c'est bien aussi. Et j'ai fait des erreurs. C'est normal. C'est normal. Et puis ça m'a permis d'apprendre pas mal de petites choses sur la gestion d'une équipe, sur la gestion d'un client, sur les deadlines, sur la gestion d'un budget aussi. Oui, c'est ça. Parce que moi j'avais des budgets qui étaient alloués, qu'il fallait que je distribue à mes équipes. Ouf. Donc un truc pas simple. Pas simple du tout. Pas cool. Ouais, pas cool non plus. Pas cool. Surtout que moi ce que j'aime faire, c'est de la qualité, et des fois on disait bah non, là on a 4 jours, il en faut 6,
comment on fait? Mm. Bah, tu les prends les 6. Le patron me dit, bah non, on prend pas. C'est Ah non, ça. non, non, on les a Ah, pas, non. on les a pas. Bon, d'accord, très bien. Ça s'appelle la rentabilité. Voilà, alors ça c'était le mot qui était revenu à ce C'est ça. moment-là. Rentabilité, pense à La rentabilité. rentabilité. J'aime pas ce mot. Ouais. J'aime... D'ailleurs, je C'est l'aime normal. toujours pas ce mot. Et oui, bah, c'est un peu le contraire de la liberté artistique, la rentabilité. Oui, oui, totalement. Moi, je suis. Alors, je comprends qu'une agence, qu'une entreprise a besoin de rentabilité parce que c'est grâce à ça qu'elle prospère et qu'elle peut payer les personnes qui sont là. C'est grâce grâce à ça qu'elle arrive à avancer. Par contre, quand c'est au détriment de la création au quotidien, C'est ça. c'est compliqué. Quand ça revient au quotidien, tu te dis bah non. À ce moment-là, Non, clairement. on peut pas fonctionner comme ça. Enfin, moi, je fonctionne plus comme ça. En 2009, tu te mets à ton compte. Effectivement, C'est là où tu te mets à c'est ton là où compte. je me mets à mon En tant compte. que DA à Paris, tu fais de la création graphique et du développement multi-support. Tout à fait. Donc après cette expérience un petit peu fastidieuse et fatigante, Ouais. très fatigante, j'avais besoin de faire un break dans ma vie et aussi au-delà de ça, tester une nouvelle chose que j'avais pas faite, c'était un petit peu me mettre à mon compte. J'avais testé un énorme groupe, un petit studio entre guillemets indépendant, et puis bah là je me suis dit j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi, j'ai quand même des clients, j'ai de l'expérience, je vais me mettre à mon compte et on verra. Donc, pendant un an et demi, j'ai fait ça. Je me suis mis à mon compte. T'aimes bien les challenges. Parce que se Oui. mettre à son compte, c'est pas forcément évident. Non, c'est pas pour tout évident, le je monde, l'ai en appris à fait. mes dépens d'ailleurs. Mm. Parce que tout le monde disait non, mais t'inquiète pas, tu vas voir, c'est cool, ça va bien se passer. Non, effectivement, les premiers mois, ça se passe bien. Tu as quelques clients, des anciens qui viennent te voir en disant oh, mais en fin de compte, t'as bossé là-bas, on m'a dit que t'étais bien, alors du coup, je viens te voir. Ouais, super, très bien. Tu commences. Et donc là, le problème, c'est que j'étais un peu dispersé sur l'ensemble de mes créations. Je D'accord. faisais un peu de DA, je faisais un peu de conseil, je faisais un peu de développement, je faisais un peu de déclic, je faisais un peu de tout. Au final, j'étais pas content du rendu de ce que je faisais. Ok. Parce que j'essayais de jongler avec les clients. Même si j'avais une grosse expérience sur ça, le fait d'avoir le multicasquette, Oui. c'est très très dur à gérer. Il faut avoir un mental et c'est compliqué. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi et j'ai bossé. J'ai eu la chance de gagner un ou deux appels d'offres comme ça en solo. Super. J'ai refait le site, je crois, c'était en vide fraise, donc là depuis il a été refait. Mais c'était vachement bien et d'ailleurs c'était intéressant qu'on me confie ce genre de mission parce que souvent tu dis ah t'es un mec, bah du coup tu vas faire des sites de geeks ou des sites de machin ou des Ouais, voitures. c'est dommage ça. Mais c'est souvent ce qu'on dit, bah non mais t'as pas le feeling pour faire tel ou tel site, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à On voir. s'en fout, des Enfin, fois, vraiment rien. le site de Renault il a été fait par une femme. Et t'as refait pas le site de Issey Miyake, c'est pas ça que t'avais Si, fait si, Enfin si. là, typiquement, c'est un parfum féminin, Issey Miyake. Ah il y a non les deux. Ah, il y a les deux. Oui, il y a les aussi deux. les hommes. Bon, Alors, après, moi j'ai pas fait tout le site dessus parce qu'on était plusieurs malheureusement. Ouais. Enfin malheureusement je veux dire que c'est très bien mais ça faisait beaucoup de travail pour oui, un seul DA. j'imagine. Ouais. Et donc ça faisait beaucoup, il y a eu une freelance qui a lancé le projet, après nous on a récupéré, on a continué le projet à faire beaucoup de choses dessus, Ok. et puis après il y a eu des déclinaisons, et puis après il y a des expériences autour de... Ouais non ça a été un projet qui a duré Ok. 10 ou 8 mois je crois, ouais non Wow. c'est au moins, oui. Ok. Ah oui, on a bouffé du parfum. Ah ouais, c'est clair. ça. c'est du parfum. Mais oui, après pour revenir sur la partie freelance, voilà. pour le coup c'était bien, donc en vie de fraise, on confie ce site-là qui est dédié aux femmes qui sont enceintes, c'est vraiment génial, avec du rose partout, enfin moi je me suis éclaté parce que c'est clair. je fais de la communication, donc peu importe le sujet, ça peut être des voitures comme des gastronomies ou de la musique ou même tout ce qui est équitation, pourquoi pas, enfin tu vois. Ouais, en moi, fait, tu t'imprègnes du sujet. Donc oui, le sujet, ça m'intéresse vachement. Voilà. Me mettre dans le C'est truc et hyper bien de faire ça. j'aime apprendre des choses et j'aime pas me fondre dans le décor, mais pour moi c'est mon métier, c'est répondre à une demande et faire la communication, la DA par rapport à ce sujet-là. Donc après il faut s'imprégner du sujet, mais moi je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est ça. C'est tes capacités à faire ça qui fait que t'as du talent finalement. Je sais pas si j'ai du talent en tout cas, Moi, je mais... le dis. Moi, je Ah le dis. bon d'accord, Je le dis. Ensuite, toujours à Paris, tu as été embauché chez Cassius c'est ça. en tant que directeur artistique senior. Tu montes de junior à senior. Et oui. Ouf, Ah ouais, attention, ouais. ouais. Next level. Next level, ouais. Pour être honnête, la première expérience que j'ai eue en free s'est bien passée, j'avais des clients et tout, mais c'est pas ce que je cherchais. Je pense que j'avais pas encore défini ma cible à ce moment-là, parce que quand t'es freelance, tu peux pas traiter de tous les sujets, même si moi j'aime le faire, il faut que tu sois un peu plus carré sur tes éléments pour vraiment cibler et être le plus efficace possible. Donc là, c'était pas le cas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire une pause. Et puis, je verrai pour trouver un boulot. Et au final, j'ai retrouvé un boulot très rapidement. Cassius cherchait un DA senior. Alors je lui dis, bah écoute, moi je suis en freelance,
un peu compliqué de te dire t'es junior, t'es senior, t'es Oui, DA. c'est ça. Après, c'est l'entreprise qui va te dire non, finalement, t'as le level pour rentrer en tant que senior. Donc moi, j'y étais, j'ai rencontré le DC, je lui ai montré un petit peu ce que j'avais fait avant et surtout ce que j'avais fait en freelance. Il me dit, ben non, écoute, viens, c'est génial, tu vas t'intégrer à l'équipe et ça va bien se passer. Le fait est, j'ai intégré l'équipe très rapidement et on avait une typologie de projet qui était un peu différente. Sur Neuron, on avait plutôt du luxe ou des grosses marques comme ça. Sur mode d'emploi que j'ai fait, c'était plutôt événementiel, sur la mise en avant de produits ou de collections. Et là, chez Cassius, on avait moi je m'occupe plutôt de gros portails. Donc c'était des missions très longues. Comme tu disais tout à l'heure, les Miyake, ça a duré entre 6 et 8 mois. Ouais, c'est ça. Yoplait, ça a duré, je crois, quasiment un an. Entre 6 et 1 an, ouais, je crois, c'était vraiment long. J'ai fait la Paris Web aussi. D'accord. Donc les paris sportifs que je ne connaissais pas du tout. Un univers. Non, parce que moi, le sport, j'aime bien le sport, mais je vais pas en pratiquer. Alors le foot, j'aime beaucoup le basket, mais alors le foot, le machin, ils m'ont dit, oui, alors t'as vu, il y a des cotes, il y a des machins. Alors là, c'est limite la bourse. C'est ça, j'ai été paumé. J'ai fait, mais tu vois, c'est un univers que je ne connais pas. Ouais, du coup, j'apprends, c'est ça qui me plaît. Donc du coup, je me suis occupé de ce portail-là, c'est pareil, ça a duré mais un temps infini. Donc on était, souvent, il y avait un DA qui gérait ça avec des graphistes. Et au sein de chez Cassius, il y avait que des DA. Et on faisait appel à des graphistes en freelance à côté. Voilà. D'accord. Donc là, je suis resté chez eux pendant 2 ans et demi, je crois. D'accord, 2 ans et demi. À chaque fois, tu fais 2 ans, 2 ans et demi. Oui, je crois que je m'ennuie au bout d'un moment. Au bout de 2 ans, tu fais bon, c'est bon. C'est ça, je fais c'est bon. Hein. J'ai une alarme en fait sur ma montre. c'est ça, pour ça que je suis tout le temps connecté. Je regarde tout le temps si c'est le moment de changer. Bon, c'est 2 ans là ou pas? C'est bon, on y va là. Ouais. Mais par contre, c'est une bonne expérience parce que ce type de projet chez Cassius, je l'avais pas fait. Ouais. Je l'avais pas fait ces gros portails comme ça à gérer. Donc au quotidien, t'as quand même beaucoup de challenges parce que t'es pas en direct avec le client, mais t'as les retours en direct. Donc du coup, on te dit, bah tiens, écoute, t'as 15 pages à faire, t'as tant de trucs. Donc il faut trouver à chaque fois le petit truc qui va faire que ta page va passer, que tu vas pouvoir te challenger jour après jour sur un même projet. C'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est ça, c'est un marathon, c'est long. C'est long et tu dois être endurant sur la longueur. Oui, parce que et puis, à partir du moment où tu as défini quelque chose, soit dans ta tête, et avec ta boîte, tu dis bah mon identité elle est comme ça, donc au bout de 6 mois elle est comme ça, puis le client va dire ah non finalement attends je veux du bleu, c'est rouge. Bah non, il faut essayer de garder ces guidelines là et te dire non, on va jusqu'au bout, on a fini le projet comme ça, vous l'avez validé. C'est aussi ça, tu vois, se battre sur son truc, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est vraiment on peut refaire les choses autant qu'on veut, mais c'est réussir à convaincre le client que la solution que tu apportes est la meilleure. Et pour le coup, c'était le cas. Ensuite, en 2012, tu es devenu directeur artistique interactif et UX designer freelance. T'es revenu en freelance. Je suis revenu en freelance, effectivement. Voilà. Oui, parce que Cassius, c'était le moment, en fait, ils se sont fait racheter par Wonderman à la fin où j'y étais. C'était un peu compliqué parce que on s'est fait rapatrier à Marseille-Samba. C'était très très loin de chez moi. Et puis bon, c'est pareil, ça faisait 2 ans et demi, mon alarme avait sonné. Voilà. Et surtout, c'est à ce moment-là que je suis venu à Lyon. D'accord. J'avais un besoin de partir, beaucoup travaillé aussi chez Cassius, beaucoup de charrettes, beaucoup trop. Là, t'as pas fait un burn-out, mais... Non, j'ai pas fait un burn-out, mais j'étais très fatigué et j'ai eu mon petit garçon qui arrivait. Et là, j'ai dit à ma femme, que fait-on? Elle m'a dit, s'il faut partir, partons, mais partons, on va pas en région parisienne. C'est pas partir, ça marche pas. C'est vrai, c'est pas... Donc autant partir vraiment, mais on teste d'autres horizons. Donc on avait été visiter un peu la Belgique, on avait été... on avait pensé à Nantes ou Lille, et puis au final on s'est dit bah non, nous on veut se rapprocher de la montagne, on veut quand même une ville où il se passe des choses en termes de culture et de la gastronomie. Donc on s'est dit allez banco, on va à Lyon. Donc, et à ce moment-là je me suis mis en tant que freelance, et la petite différence par rapport à l'année que j'avais fait avant, c'est que j'ai défini une cible. Là je me suis dit on va peut-être faire les choses sérieusement. Avant j'avais fait un petit peu un bras levé, on va faire ça et puis on verra. Puis j'ai vu des clients, donc je vais enchaîner. Là je me suis dit je vais construire une offre et je vais essayer de reposer toutes les choses que j'ai apprises dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis passé, et construire une offre qui me ressemble et que j'ai envie de défendre auprès de futurs clients. Tu t'es vraiment repositionné par rapport à... Totalement. Donc là j'ai arrêté par exemple, tu vois, le développement. J'ai arrêté les newsletters, les bannières à gogo aussi. Les bannières. Là, c'est plus... Et en fait je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie de proposer. Oui, c'est une très belle question. Exactement. Moi j'ai une certaine exigence sur le travail que je fournis vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mon client. Ce que je reprochais dans les agences, c'est on était souvent dans le rush.
on présentait des maquettes, on les balançait, on faisait des retouches à la minute. Mais au final, on n'arrivait pas à penser sur le contenu, à vraiment réfléchir sur l'intérêt qu'on avait à faire telle ou telle page. Et c'est plus ce que je veux. Ça manquait de sens, en fait. Ah oui, totalement. Ouais, voilà, on était dans la rentabilité, encore une fois. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de défendre, c'est plutôt la qualité. S'il faut passer 2 heures, 3 heures, une demi-journée, voire même une journée de plus sur une créa, tant que j'ai pas trouvé le truc qui me convient et qui arrive vraiment à booster un peu la créa et que le client se dit ah oui, non, effectivement, oui, moi c'est tout à fait ce que je voulais, bah je recommence en fait. Je suis un acharné, je vais pas balancer. T'es pointilleux, t'es un perfectionniste. Oui, je pense. C'est une qualité, c'est un défaut aussi, hein, parce que tu perds du temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est de la rentabilité. Voilà, mais voilà, alors j'ai pas dit que tu pouvais le faire sur tous les projets, mais il y a des projets qui te tiennent à cœur. Voilà, tu sympathises toujours avec des clients dans le sens où, comme j'apprends à connaître un petit peu petit à petit les services qu'ils défendent et tout, bah, t'as envie de bien faire pour eux. T'as aussi de bien faire, c'est aussi mon métier, c'est un accompagnement. T'as fait une petite pause dans ton freelancing en 2015 chez DigiSchool pendant 4 mois. Eh ben oui, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai, bah oui, faut te le rappeler un petit peu. Oui, mais dites donc. Enfin. Dis donc, t'as oublié. En tant que directeur artistique senior, t'avais en charge l'ensemble de la team créa. Tout à fait. Le développement d'app éducatives. Exactement. Alors là... Je me suis dit que j'allais tester. Que voilà. Ça faisait 2 ans. C'est vrai. Peut-être, ça devait être ça, oui. Ça devait être ça, c'est ça. J'ai encore l'horloge qui a sonné. Non, là, la particularité chez DigiSchool, c'est qu'ils sont dédiés sur de l'applicatif natif. Et que ce soit Android ou Apple, enfin plutôt iOS, mais et résultat, je me suis dit, bah, j'aimerais bien voulu rentrer et tester, de développer des applications avec des vrais développeurs qui sont derrière et qui travaillent vraiment sur cette optique-là. Donc j'y suis resté peu de temps, 4 mois. D'accord. J'ai repris le lead de la créa, donc il fonctionne un peu comme une start-up. Donc c'est pour ça aussi j'étais intéressé, parce que je me dis, ils travaillent que sur certains produits pour pouvoir les mettre en avant finalement. Et je me dis ça peut être bien, j'ai pas testé encore ça. Ça c'est un truc qui me manque. J'ai pas fait, j'ai pas fait. Et donc du coup je suis resté quelques mois là-bas, on a développé forcément des applications. Donc on a développé Snap School, donc la V2. La V1 était sortie, elle avait bien fonctionné, mais il fallait faire pas mal de boulot sur la partie sur la conception, sur le parcours utilisateur, sur la partie DA aussi. Il y avait pas mal de choses à apporter. Donc moi mon travail ça a été de booster cette nouvelle version pour pouvoir justement la sortir en temps et en heure, quoi. D'accord. Donc voilà, donc avec les guidelines d'Apple. Je pense que c'est pas mal. Après bon, moi je suis pas pro forcément Apple, même si j'ai que des éléments Apple. Je sais, je suis pas crédible. Je suis pas du tout crédible. Mais pour le coup, voilà, je trouvais ça intéressant. Après, de là à passer par des évangélistes qui te disent attention, ton bouton est trop rond ou machin, enfin tu vois. Oh bon, au bout d'un moment, c'est ce que je veux. Je t'emmerde. Voilà, non, voilà, c'est exactement. Non, mais et je trouve c'est ça que je trouve dommage dans l'applicatif, c'est que on a des applications qui se ressemblent vraiment et on n'a plus de corps à ça. Ouais. En fait, au final, tu regardes ton application, il y a tes boutons qui sont en bas, ton menu, très bien, mais elle est où le fun et tout. Alors certes, maintenant on est sur du fonctionnel. Ton application elle te sert à ça, t'as pas besoin de fioritures, ce que je peux comprendre, mais des fois un peu de fun, machin. Donc maintenant t'as pas mal d'animations qui sont intégrées pour pouvoir un petit peu donner un peu plus de vie à l'ensemble de ton truc, et c'est bien. Tu connais Monument de Vallée? Oui. C'est top, moi j'adore ce jeu. Très bien. Je trouve incroyable au niveau du graphisme, du gameplay, il est fou. Il est très très bien. Ouais, mais tu vois ça, par exemple, c'est un peu différent de ce c'est un peu différent effectivement, et puis techniquement il y a du lourd derrière. Ouais. C'est clair que là on n'est pas sur du SVG tout ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Mais donc du coup chez DigiSchool j'ai bossé effectivement sur ça, sur une version du code de la route aussi, et puis sur beaucoup de sites de DigiSchool en lui-même. Il y avait on a sorti l'application, mais il y avait le site du code de la route qu'il fallait entièrement refaire avec une nouvelle DA. Donc pendant ces 4 mois-là, je me suis bien amusé. D'accord. Et aussi gérer l'équipe qu'il fallait un petit peu coacher. Et voilà. Écoute. Et voilà. Tu fais partie du jury des CSS Design Awards depuis début 2017. Et oui. Tu fais ça en plus de ton activité parce que t'es un fou. Je suis un fou. Après, je t'avoue que c'est pas un grand engagement non plus, dans le sens où tu votes des sites. Alors j'ai eu la chance de rentrer dans ce
dans ce schéma-là, mais dans le système de jury, parce que j'ai gagné 2-3 prix sur certains sites. Alors, dis-nous quel prix t'as gagné. C'est juste le site du jour, en fait. Ils appellent ça CC Design Award du jour, en fait. D'accord. Et par exemple, pour Vianney, parce que j'ai bossé sur le site officiel de Vianney, on a gagné un prix pour celui-ci. Donc c'était très bien. Allez le voir, il est trop beau. Je suis allée le Ouais, voir. après, a priori, il est bien. Ouais, il est bien. il est bien. Bien sûr qu'il est bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce site à la base c'était fait pour la sortie de son nouvel album qui s'appelle Vianney. Oui, Donc il s'est dit c'est bien, je vais le garder comme ça, et au final c'est devenu son site officiel. d'accord. Donc il Top. devait passer genre 6 mois Il dessus. est tellement bien que Je sais pas s'il est très super bien, écoute, mais ce qui est sûr c'est que on a gagné un prix dessus, donc quand je dis c'est moi et l'agence qui a travaillé dessus aussi. Hein, Oui, non, mais Ronin bien sûr. 161 a bossé dessus. Et un autre développeur qui malheureusement, j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Donc on a bossé dessus, on a gagné un prix, donc c'était vraiment super bien. Top. Et puis bon, après j'ai eu mon site perso aussi, j'ai gagné un prix. Ouais. Et à chaque fois, alors faut pas que ça devienne systématique d'essayer l'objectif c'est de faire un site pour un client. Oui. Et pour ses utilisateurs, donc l'optique c'est pas te dire je vais faire un site pour gagner des Pour prix. gagner des prix. Non, tu fais un penses site, expérience utilisateur. Voilà, tu penses au site, il est bien. Après, si tu penses qu'il est suffisamment bien pour pouvoir gagner quelque chose, c'est plutôt dans cette démarche-là. Donc, du coup, une fois que j'ai eu quelques prix, j'ai pu avoir l'opportunité de rentrer en tant que jury. Donc, ça fait 2 ans que j'y suis. Donc, c'est plutôt cool. Tous les mois ou toutes les semaines, je peux voter sur des sites qui sont génial. postés partout dans le monde, en fait. Hein. Tu as des Américains, des Japonais et autres qui postent aussi des sites qu'on connaît pas. Alors, il y en a certains qui sont très bien, d'autres moins bien. Ouais, c'est ça. On a un système de vote qui est sur 3 points, donc on a l'expérience utilisateur, l'expérience, le design en fait, D'accord. et puis le développement, je crois, globalement, si c'est bien développé ou pas, je crois que c'est ça. Ah, ok. Et donc tu donnes des notes, et après, moi j'essaie d'être impartial là-dessus, parce que souvent le problème c'est que dans ce genre de plateforme, tu as toujours tendance à donner des bonnes notes parce que c'est le copain tel. Ouais, c'est ça. Ah, mais je le connais lui. Tu veux mettre. Faut essayer d'être impartial, sinon on se retrouve des fois avec des sites, tu dis bah non, en fait, l'expérience utilisateur elle est naze là. Il est où le bouton? Je comprends pas comment ça marche. C'est bête et méchant, mais c'est vrai. Donc j'utilise ça quand même, j'en suis très content d'être là-bas parce que ça me permet de découvrir plein de sites et de pouvoir. C'est très inspirant. Ouais, exactement. Des fois, souvent, il y a Doc Studio ou Immersive Garden qui posent des trucs, tu dis waouh, c'est des trucs en 3D, tu fais c'est génial, je veux faire ça. Mais ça me motive à continuer mon travail aussi. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment intéressant. C'est génial. Parmi tes expériences pro, est-ce que tu as un client qui t'a marqué en particulier? Oui, j'ai un client qui m'a marqué, dans le bon sens du terme. Ouais. Je travaille avec les avocats, donc ça fait au moins 1 an que je travaille avec eux. Et ça s'est très bien passé. Alors, tu vas me dire oui, mais ils étaient vraiment professionnels. Souvent, un client essaye de te casser les pieds sur tel ou tel point, sur les prix, sur plein de choses. Là, ils ont été parfaits. Ils ont valorisé mon travail, ils m'ont fait confiance, ils n'ont pas discuté mes tarifs, ils trouvaient ça tout à fait normal. Et lorsqu'ils m'ont appelé, ils avaient eu une expérience un peu négative avec un autre prestataire il y a quelques années. Donc ils étaient frileux. Chaudé, exactement. Donc ils étaient un petit peu frileux, s'engager avec un autre freelance, savoir combien, comment, pourquoi. Ouais. Donc j'ai réussi à les convaincre de travailler ensemble et ça s'est très bien passé. Ils m'ont fait confiance et on a sorti un site qui était très bien. Moi je le trouve très corporate et tout. On a gagné aussi un petit prix dessus. Parfait. Et du coup depuis on a une relation. On travaille, donc forcément on continue à développer des petites pages pour le site. On fait du print aussi un petit peu avec eux. Donc pareil, quand ils m'appellent directement. En fait ils veulent plus travailler avec quelqu'un d'autre. Ouais. T'es devenu l'interlocuteur privilégié. Tout à fait, parce qu'ils sont contents, ils sont satisfaits du travail, ainsi que des tarifs et de l'ensemble de la prestation, je dirais. Et ils me font vraiment confiance. Et moi, j'apprécie vraiment ce genre de client parce que c'est ce que je recherche. Je recherche vraiment un discours cohérent et une confiance mutuelle avec mon client. Là, il vient me voir, il sait que je vais lui proposer des choses qui vont matcher tout de suite. Et ben, écoute, c'est respectueux, parti. Ils sont respectueux de ton travail, c'est important. J'aime beaucoup. C'est important qu'on respecte mon travail. Vraiment, Enfin, même moi, je respecte aussi leur travail. Et c'est donnant-donnant. Pour moi, c'est vraiment primordial. À partir de fin septembre, tu vas être intervenant à Sub de Pub. Oui. C'est la première fois que tu enseignes. Oui, j'ai les chocottes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai les chocottes. Qu'est-ce que tu fais comme cours? Alors, je fais plusieurs cours. Je vais avoir 3 matières, divisées, je crois, sur 3 ou 4 classes.
D'accord. Donc, à la base, j'aime pas trop l'école. J'ai jamais été très bon à l'école. Hein. Donc là, c'est très bizarre de pouvoir se dire que je vais enseigner. Mais ça va se faire. Donc là, je commence effectivement le jour de mon anniversaire, le 24 septembre. Donc j'espère que le 24 septembre, ils vont être sages. Mais oui. Non, mais je plaisante. Mais pour le coup, je suis très honoré de le faire. On m'a proposé, c'est tombé il y a quelques mois. Donc au départ, je me suis dit, oh, je sais pas si je le fais. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Et au final... j'ai pris conscience que je pouvais peut-être avec mon expérience, quelle qu'elle soit, mais pouvoir leur apporter un petit peu des automatismes, les rendre peut-être plus professionnels, parce que c'est ça qui leur manque à l'heure actuelle. Et du coup, je vais leur donner des cours sur l'UI, des cours sur l'UX, et aussi une matière qui est de l'analyse de brief jusqu'à la livraison. Ça, c'est génial, c'est hyper concret en fait. Comme Tout à fait. Moi, j'aurais bien voulu avoir ça comme cours. Oui, c'est vraiment, ça. parce que... c'est le mieux en fait. Ça, c'est bien. Je vais donner des exemples concrets, savoir si les briefs sont complets, comment les analyser, trouver les priorités, pouvoir faire une offre viable par rapport à ça. Et je trouve ça intéressant. Donc, c'est comme l'UI ou l'UX. Je vais l'intégrer aussi dans le brief à la livraison pour qu'on puisse gérer, parce que les étudiants à l'heure actuelle sont un peu perdus sur la définition d'un poste où maintenant on te dit ah tiens, il y a un web designer, t'es designer, t'es UX designer, t'es UI designer. Ouais, mais en fait, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Où est-ce que ça intervient? Quelle est la définition de chaque élément? Je comprends pas. Et je peux comprendre. Le métier a évolué en l'espace de quelques années. Il y a plein de métiers qui existaient déjà, mais qui ont été renommés et qui sont devenus des spécialités. Je pense que c'est bien de pouvoir un petit peu les coacher là-dessus. Et je suis content de pouvoir commencer à pouvoir aussi un petit peu les préparer au monde du travail. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Parce que c'est pas évident quand tu sors de l'école. Moi, j'ai pris une grosse claque quand je suis sorti de l'école. J'ai pris une grosse claque. On m'a dit non, mais t'inquiète pas, tu vas sortir, tu vas gagner temps, tu seras le roi des internets et tout va bien se passer. Non, ça pas. On m'a dit tu vas là-bas, tu fais la queue comme tout le monde et tu vas commencer au bas de l'échelle. Et malheureusement, c'est la réalité. Donc, il faut que j'arrive à essayer de les préparer par rapport à ça. Ils vont pas forcément faire des sites awards dès le départ. C'est normal. On va se calmer. Non, mais pour le coup, oui, c'est ça. Et là, l'objectif, c'est de les rendre indépendants et professionnels à la sortie, à la fin de leurs études. Donc, je vais m'occuper, je crois que c'était 3e année, 4e année, un peu de 5e année. Je crois que voilà, c'est ça. Donc, ça représente, je crois, 165 heures. Ouf. Ouais, ça va faire du... Ah ouais, ça va faire mal. C'est bien, après tu vas faire un lien avec tes élèves, ça va être hyper enrichissant pour toi et pour eux, surtout. J'ai envie d'échanger. De toute façon, c'est ce que je fais au quotidien avec mon entourage, avec mes clients, et j'ai envie de le partager aussi avec mes futurs étudiants que je n'ai pas encore rencontrés. Mais ça ne serait tardé, ma foi. Mais ouais. C'est ce que tu préfères dans ton métier, c'est ça, c'est l'échange avec tes clients, avec Totalement. tes futurs étudiants. Oui, j'aime l'échange. Quand tu pourras le regarder, j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup parler. Bien, dans un podcast, et tout à fait. Mais je parle beaucoup et du coup, c'est quelque chose qui me passionne, l'échange, la communication. C'est aussi pour ça que je me suis dirigé un peu vers cette voie-là. Et là, je vais pouvoir le faire. Et tout le monde va m'écouter, c'est génial. Bah ouais, c'est top. C'est toi le boss. Ouais, presque. Ouais. Bon. C'est quoi tes influences et tes inspirations pour ton travail? De quoi tu te nourris? De quoi je me nourris? Mis à part de burgers. C'est ça. C'est ça. Mis à part au Ninkasi. Exactement. Non, en fait, toute forme de graphisme. Donc, je pars du principe que Behance, Insta ou Dribbble, c'est bien, ça te donne des tendances. Mais il faut pas tourner autour de ça, et je pense que tu peux apprendre plein de choses sur ton métier en cherchant un petit peu. D'accord. Moi par exemple, quand je cherche des idées, forcément je regarde les tendances, parce que tu as toujours des tendances de couleurs, de typo et tout. Mais il faut aller plus loin, donc je me référence souvent à ce qui s'est fait avant. Ça paraît bizarre, mais le web à l'heure actuelle est de plus en plus proche du print, dans les associations de typos, dans la partie visuelle, et du coup pour m'inspirer, moi ce que je fais, j'ouvre des bouquins et de vieux graphismes, d'affiches et autres, et je m'inspire de ça, avec des graphistes talentueux, Étienne de Robial ou autres, qu'on fait tout ce qui était Canal+ ou autre. Ça paraît con, mais il y avait une telle précision, un tel engagement sur leur métier. Là maintenant on est vachement aidé sur nos outils avec nos ordi et tout, c'est vachement bien, mais avant il y avait un contact au naturel, à la matière, au crayon, qu'on n'a plus du tout là.
Ouais, qu'on a bien plus du sûr. tout. Et les anciens graphistes, c'était des putains de graphistes quand même. Enfin, Ouais, ils c'est faisaient ça. des trucs à la main, ils faisaient les Lego, les logos comme ça, vraiment hyper précisément. Mm. C'était vraiment un autre Chiadé. métier. Ouais. Et moi, ça me fascine le retour au manuel. Ouais, c'est ça, d'accord. J'essaie un petit peu de l'intégrer dans mon métier, c'est pas évident. Ouais. Parce que c'est souvent. Tu dis, ah bah non, c'est pas professionnel, tu peux pas faire du lettering comme ça tout le temps. Mais je pense que ça permet de ne pas faire intervenir l'ordinateur et d'avoir une véritable identité. Là maintenant, globalement, tout le monde te dit, je fais de l'UX, je fais du X. Finalement, c'est des templates qui sont assez similaires, faut pas le dire, mais c'est vrai quand même. Hein. Tu changes le logo en haut à droite, à gauche, et finalement, tu pourrais dire la même chose. Hein. Ouais, c'est ça. Ah. Et ce qui manque, c'est cette patte que les graphistes avaient. C'est pour ça que j'essaie de m'en inspirer. Qu'ils intégraient et tu te dis non, cette marque-là, elle existe parce que c'est cette marque-là. Tu la confonds pas avec une autre. Et j'essaie d'inclure ça dans mon métier. Et c'est pour ça que je m'inspire de ce qui s'est fait avant. C'est vraiment de l'artisanat ce que tu fais. En fait. Oui, alors, effectivement, je me dis, je suis plutôt artisan digital. J'essaie d'intégrer ça et de le vendre comme ça à mes clients pour leur dire que moi, je suis pas là pour leur faire des sites WordPress à l'appel. Je suis vraiment sur du sur-mesure. Alors, tout le monde fait du sur-mesure. D'ailleurs, il faut faire du sur-mesure. Oui, Hein. bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a vraiment un accompagnement vis-à-vis de mon client et que je planche sur ses logos. Je vais pas rajouter de couleurs à dire tiens, ça y est, c'est fini. Ouais. Voilà, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect. Ça va avec mon caractère. C'est ce que je disais au préalable. Moi, je passe du temps sur mes créas. Je passe du temps sur mes présentations ou autres. Pour moi, c'est hyper important de proposer un accompagnement et surtout un design dédié à un client. Qui se disent pas ah bah c'est le logo de mon voisin. Ouais, non, ça va être unique quoi. Là. Ouais. Voilà. Et dans le design, dans mes expériences, c'est ce que j'essaie de vendre et de faire parce que c'est ce que j'aime aussi. Pour moi, après c'est encore un autre débat et je pense qu'on n'a pas assez de temps là-dessus, mais sur l'UX, sur l'UX, tu vois, c'est ça, c'est très plat. C'est très plat. En fait, on a utilisé tout ce qui était fonctionnel, on l'a mis sur un desktop, c'est très bien, mais c'est hyper plat. Et tu te dis bah c'est ennuyeux quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, il faut vraiment mettre de la matière. Donc j'essaye un petit peu de bosser un petit peu sur du lettering, sur de l'aquarelle, sur des petits crayonnés, et c'est ça qui donne un petit peu de la valeur ajoutée finalement à une marque. C'est ça qui fait la différence, c'est le détail qui fait la différence. Voilà, c'est ça, c'est le petit détail, tu vas te dire bah tiens les pictos, au lieu de les faire en vecto classique, je vais les faire à la main. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça, et il y a plein de DA qui commencent à avoir cette démarche-là, et je trouve ça tant mieux, franchement. Il faut essayer de se dépasser. Alors, c'est pas possible sur tous les projets, c'est sûr, mais si tu peux le faire, faisons-le, quoi. Moi, j'essaie de l'introduire dès que je peux, quoi. C'est top. Est-ce que tu as des conseils pour celles et ceux qui souhaitent se lancer en freelance, comme toi? Oui, alors oui, j'ai des conseils. Oui. Ouvrez vos oreilles. Alors, non, pour le coup, je pense qu'il faut. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait faire le même parcours que moi, mais mon parcours est assez classique, je trouve. Tu passes par une agence, tu apprends les bases, comment ça se passe, c'est-à-dire le travail ingrat, malheureusement il faut le dire, mais tu fais du travail ingrat au début, des choses. Après tu montes en compétences, tu commences à avoir des projets un peu plus intéressants, tu es confronté à des problématiques qu'il faut résoudre, tu commences à gérer des clients. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est qu'effectivement, le passage pour moi en agence, en studio ou autre, est obligatoire si tu veux te mettre en freelance. D'accord. Ça t'apprend énormément de bases, ça t'apprend à gérer vraiment tous les aspects de ton métier. Tu crois pas trop aux jeunes diplômés qui sortent d'école et qui se mettent direct en freelance? Moi, j'y crois pas. J'ai pas dit que c'était pas faisable, je pense qu'il y en a certains qui sont plus que doués et qui y arrivent totalement. Et tant mieux, s'ils y arrivent, c'est génial. Je trouve ça dommage de pas pousser la porte d'une agence pour voir comment ça se passe. Ça te prend tout le cheminement classique d'une entreprise. Le respect de ton patron, ou pas, comme tu veux. non, mais oui, je rigole, mais... Ouais, mais travailler avec une équipe... Exactement. Ouais. C'est important, c'est vraiment important pour après savoir défendre des idées. Alors tu peux très bien l'apprendre à le faire chez toi ou être très doué pour ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'en agence, tu as des réflexes, on t'apprend des choses, on t'apprend de la présentation, on t'apprend l'exigence, on t'apprend les charrettes. Non, mais c'est des choses qui sont pour moi essentielles. Il faut apprendre et passer par là pour te dire, écoute, maintenant je suis suffisamment mûr, j'ai un carnet d'adresses, je sais gérer des clients, je sais gérer des deadlines,
écoute, maintenant je vais me lancer et je vais voir si je peux y arriver. Et c'est un peu mon parcours, hein. Moi j'ai fait ça, j'ai testé des choses, j'ai géré des équipes, je me suis planté, j'ai gagné des trucs, j'ai perdu des trucs. Et ça t'apprend un petit peu la vie sur la communication. Ça c'est le premier conseil que je donnerais. Ensuite il faut être très curieux, ne pas lâcher l'affaire. Toi, tu te formes toujours. Moi je continue toujours à me former parce que la communication et le web avancent très vite, trop vite, à mon goût. Trop vite. La vache. Non, mais moi, à la base, ma formation, c'était sur du Flash, donc on n'en est plus là. Hein. Maintenant, il y a Adobe, t'as Sketch, t'as Adobe XD, enfin, c'est quelque chose qui évolue sans cesse. On a la réalité augmentée qui arrive et tout, des expériences qui sont dédiées à ça. Il faut vraiment s'auto-former, continuer. Moi, je continue plusieurs heures par jour sur me renseigner sur, tiens, techno, t'as très bien, comment on peut faire, machin. Tiens, ça c'est cool, tester le logiciel. Des fois, là, je m'étais mis à Principal, qui était complémentaire de Sketch pour faire de l'animation. Je me suis dit, tiens, j'ai besoin de présenter, qu'est-ce que ça va apporter dans mon workflow, je vais le tester. On est obligé d'être proactif à l'heure actuelle pour être à la fois le plus compétitif et surtout se mettre à la page. Ouais. Là, t'es obligé, quoi. Donc, il faut être curieux et ne pas cesser de se former sur l'ensemble des logiciels. Et puis sortez aussi. Sortez, c'est pas pour forcément boire des coups, mais tu sors pour découvrir un petit peu, échanger, voir des expos. Ce que je disais tout à l'heure, hein, feuilleter des bouquins, tout n'est pas sur Internet. Ouais. Wikipédia, c'est pas la vie. Ça aide un peu quand même, mais pas tout. Voilà, il faut un petit peu bouger là-dessus, et c'est ça, hein, c'est profiter de tout ça. Essayer beaucoup de dessiner aussi. D'accord. Alors moi, je suis pas un super dessinateur, loin de là. Je gribouille. Je gribouille, mais pour moi, c'est un passe-temps. Je kiffe faire des petits dessins comme ça, des petits croquis, des machins, ça me permet de poser mes idées. Donc j'ai toujours un carnet, sauf aujourd'hui. Ça marche pas, flûte. Mais j'ai souvent un carnet sur moi où je pose des idées, je fais des petits croquis, ou même des choses qui n'ont rien à voir avec le taf. Mais ça me permet de... mais ça t'entraîne en fait. Ça t'entraîne, des fois pour les logos, je commence pas un logo sur Photoshop, on commence... Et voilà, c'est ça, c'est poser des petits trucs, tu dis, ah tiens, j'ai travaillé cette lettre-là, c'est ça, c'est ne pas oublier le manuel, c'est ça. Donc, premier conseil, c'est passer par une agence. Agence, studio, par une structure. Une entreprise, ouais. Deuxième, c'est se former, être curieux, et sortez, aérez-vous l'esprit. Exactement. Voilà. Quelles sont tes passions en dehors du web ? Le web. non. Web. Allez, on va. Non, alors les passions, j'aime beaucoup la musique. D'accord. La musique électro, donc Lyon, les nuits sonores, effectivement, ça, je suis à bloc. Hein. Mais pas que, après, je suis un gros fan de sneakers. Ah oui, ouais. c'est top ça. Les Air Max, c'est ça ? Alors, des Air Max, beaucoup d'Air Jordan, D'accord. Les Air Jordan, c'est parce que c'est lié à un personnage. Ok. Ce que j'aime beaucoup avec les sneakers, c'est qu'elles sont emblématiques d'une période ou d'un personnage. Okay. Michael Jordan, franchement, pour moi, c'est le meilleur joueur de basket, quoi. Je suis fan de basket et quand j'étais petit, je me dis, oh, regarde les chaussures noires, j'étais fou de ces chaussures. Quand j'ai pu me les acheter, je me suis dit, voilà, c'est bon, je suis le roi du monde. Voilà. Non, je joue pas comme lui, mais c'est pas grave. Non, mais j'étais super content et du coup, voilà, je continue dans cette ligne-là d'avoir mes baskets et j'aime bien la culture street. Ouais. Donc, t'aimes bien les graffitis, genre de street art. Ouais. Exactement. J'ai vu d'ailleurs une expo il y a pas très longtemps, c'est qui s'appelle Zoo Graffiti, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'était alors je crois pas que c'est ça le nom, mais c'était un vieux bâtiment et plein de graphistes ont investi les lieux à Lyon. D'accord. Et chaque étage, t'avais différentes compositions, ils ont peint sur les murs. C'était génial. Ah, c'était top, ouais. Ah, c'était top. Moi, j'ai adoré. Et tu vois, moi, c'est l'ambiance que j'aime. Street art, je trouve ça génial. Encore le manuel. Ouais, c'est ça. Pour moi, on revient encore au manuel et mise en valeur de l'artiste, vraiment. Et donc, pour moi, c'est tout l'univers qui est autour de ça que je kiffe. Ok. Voilà. C'est cool. T'as combien de paires de sneakers ? Je dois en avoir entre 50 et 60, okay. Je pense. Ouais, ça va être ça. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous donner des outils ou des logiciels fétiches ? Bien sûr. Bah écoute, moi je suis sur Adobe, forcément. C'est un peu difficile de s'en défaire. Mais pas que. Je travaille beaucoup avec Sketch, qui est un très bon logiciel. Avant, j'utilisais que Adobe, et maintenant il y a des agences qui m'ont contacté, ils m'ont dit, mais nous on travaille plus avec Adobe, c'est fini, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est une usine à gaz, et puis trop lourd en termes de structure. Donc on utilise Sketch, et on fait Sketch InVision, et on fait que ça. Okay. Donc là pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure, je me suis auto-formé sur Sketch pour répondre à une demande. Top.
Et je me suis rendu compte que ce logiciel-là était vraiment intéressant. Entièrement vectoriel, natif sur Mac, et du coup beaucoup plus léger. Là, quand je fais une maquette avec, je dirais 10 hardboards sur mon Photoshop, moi j'ai un MacBook Pro, il tire la langue. Il tire la langue. Fou, je fais la même chose sur Sketch, c'est le dans le nez. Souci. J'avais comparé les points sur Photoshop. Une maquette, elle faisait à peu près 800 mégas, et sur Sketch, elle en faisait 30. Ouf, ah ouais. Voilà. Et c'est beaucoup plus fluide. Mais au niveau de la qualité, tu la ressens ou pas? Enfin, tu la vois quand même, la différence de qualité. Alors les typos sont beaucoup plus fines sur Sketch. Et donc ça c'est génial. Et puis surtout, il y a des outils sur Sketch qui pardonnent pas. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, tu as une couleur à changer, tu as fait l'ensemble de tes hardboards, de tes maquettes, tu dis, le client a changé, il veut du bleu à la place du rouge, tu le fais et il te le met sur l'ensemble de tes maquettes. Tu te dis, mais Photoshop, t'as encore un tapis-pette avec te dire, écoute, machin, et tu la changes partout. Tu perds un temps infini. Donc ça, typiquement, c'est le genre d'outil qui est vraiment très très bien. Tu peux faire l'UI, l'UX, c'est top. Et souvent, je la couple avec Zeppelin. Alors Zeppelin, c'est comme InVision, sauf que c'est pour les développeurs. En fait, maintenant on voit rarement les maquettes. On met en partage les maquettes via un espèce de viewer, donc là c'est sur Zeppelin. Elle affiche l'ensemble de ta maquette et le développeur peut télécharger les pictos en SVG, il peut avoir l'ensemble des éléments coloriels de la maquette, le type de typo utilisé, et tu as déjà des brides de CSS qui sont déjà mis dedans en fait. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux. Il y a les mesures de trucs directement, des cases, c'est génial. Donc en fait, t'envoies ces éléments-là, on peut directement chatter dessus. Donc tu dis tiens, tu peux mettre des annotations. Des retours, Exactement. Par exemple, ça m'arrive, moi j'essaie de travailler comme ça avec mes développeurs. Donc c'est cool parce que par exemple, je dis tiens, sur cet effet-là, ça c'est le contenu, je te mets le contenu dessus, ça c'est un lien qui te tient vers là, l'effet, il faudrait que tu fasses comme sur l'autre site. Enfin, tu vois, il y a un dialogue là-dessus et c'est vraiment super bien. Ça permet d'être plus réactif, carrément quoi. Parce qu'envoyer les maquettes, j'ai des retours, là, c'est très bien. Dès que tu fais tes mises à jour sur tes maquettes, ça envoie directement sur Zeppelin, ça la met à jour. C'est vraiment. Ça évite les échanges de mails. T'as pas vu la maquette numéro 124B? Je dois scroller en haut pour voir la maquette. Non, c'est bon. Non, là on n'est plus du tout sur ça. Et c'est des outils maintenant qui sont sortis il y a quelques années, mais qui permettent vraiment d'avoir une production qui est beaucoup plus fluide, notamment pour des freelances qui ont besoin d'être plus professionnels, parce que même si tu as Adobe qui marche très très bien, mais qui ont besoin d'une centrale nucléaire pour fonctionner derrière, tu as besoin d'être plus réactif avec tes équipes et tout. Moi je travaille souvent avec des équipes et tu as besoin que ça soit fluide en fait. D'accord. Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Oui. Écoute, moi j'aime beaucoup Comptoir de la Mère Brasier. C'est une épicerie qui se trouve du côté de Vèze, qui est magique. Quand tu rentres là-dedans, t'as pas envie de ressortir et tout acheter. C'est l'horreur. Elle est divisée en 3 parties. Tu rentres, t'as la partie à droite qui est la partie boulangerie, pâtisserie. Donc tout est fait sur place et c'est juste magnifique et tout. Ils vendent du beurre, genre à l'ail, au piment d'Espelette, machin, enfin des trucs hyper bien. T'as les pâtés en croûte, c'est juste merveilleux. Et d'autre côté, c'est pas mieux, t'as le vin, t'as tout ce qui est épicerie fine avec les petits gâteaux. En fait, c'est une sélection de l'ensemble des trucs qui sont bons sur Lyon, qu'ils ont remis dans une seule boutique. Génial. Et au milieu, t'as une espèce de snack où ils te font, c'est un snack, c'est un restaurant sur le coude où tu peux commander des planches de charcuterie, de fromage et tout, en dégustant un petit verre de vin, c'est à tomber. C'est au top. Non, et puis c'est pas trop cher non plus, c'est vraiment bien. Abordable. Donc ça, c'est une des premières adresses, et j'en ai une autre qui est connue, mais que j'aime bien y aller. C'est le Mumbai Café. Alors j'aime bien y aller parce que les cocktails sont top. Ils sont top. Et surtout, c'est un des rares à Lyon, ils font du saké. Alors, c'est pas du saké torboyau, quand je l'appelle, c'est du vrai saké. Au Japon, ils consomment ça comme du vin, en fait. Ils ont une culture du vin hyper présente, et du coup, ils te font du vrai saké là-bas, avec dégusté comme du vin. Et du coup, moi, j'apprécie beaucoup, c'est vraiment génial. À consommer avec modération, bien sûr. Ou pas, hein. Et pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré récemment, qui t'a ému, qui t'a réjoui. Un livre, un site web, une conférence. J'ai tout ça à la fois, je pense. Non, pas tout. Voilà, on va commencer. Alors en fait, ce qui m'a un petit peu, je dirais ému, c'est il y a 2 agences qui ont sorti des sites. Donc Akaru a sorti un site expérience sur la schizophrénie. Une expérience interactive qui montre un petit peu la maladie. Donc tu vis la maladie parce que c'est comme si tu vois, typiquement tu as
une tablée avec des personnes qui discutent. Et en fait, tu ressens vraiment la maladie parce que t'as les voix qui sont un petit peu brouillées, qui traduisent des choses autrement. J'ai trouvé ça super intéressant. Intéressant parce que, pour une fois, c'est pour promouvoir un petit peu la découverte de cette maladie-là, qu'on connaît pas forcément très très bien. Et c'est très intéressant parce que c'est bien fait. Ouais. Et on est sur du contenu qui est gratuit dans le sens, il te vend pas un service, il te vend pas un produit quel qu'il soit. Là, il te met en relation avec une maladie en disant, bah, prends connaissance de celle-ci, elle est dure, quoi. Donc c'était très très bien. Donc ça, c'est le premier que j'ai aimé. C'était un peu un coup de cœur. Et le deuxième est pareil, c'est l'agence Cher Ami qui a fait un site aussi sur l'autisme, où tu te mets la peau dans la peau d'un autiste et tu vis son quotidien et c'est dur. C'est dur. C'est dur, mais je trouve ça très intéressant parce qu'on parle pas assez. Il n'y a pas assez de projets comme ça sur le web. Donc il faut le souligner quand il y en a certains qui sortent. Et je trouve que c'est des beaux projets. J'aimerais beaucoup travailler sur ce type de projet. À bon entendeur. Ouais, mais alors je pense que c'est pas les projets les mieux payés, mais c'est pas le but. Là, pour moi, c'est vraiment diffuser un message. Et pour le coup, ça a été le cas sur ces deux sites-là. Et je trouve ça bien. Je trouve ça beau et il en faudrait plus des projets comme ça. Des projets à message un peu engagé, quoi. Tout à fait. Et il faut avoir été un peu engagé. On a un média à l'heure actuelle qui est très fort, via les réseaux sociaux, via différents sites, expériences que tu peux mettre en place. C'est le moment de pouvoir communiquer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sites e-commerce, c'est vachement bien. Oui, c'est vrai. Mais à côté de ça, peut-être mettre en avant des vraies problématiques sur des maladies, sur problèmes de société, sur... Tout à fait. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire parce que les supports digitaux peuvent être utilisés dans ce sens-là et bien. Bah, c'est un très beau mot de la fin, très belle inspiration. Merci beaucoup d'être revenu. Écoute, avec plaisir. Et je trouve qu'il est encore mieux que le premier, tu vois. C'est vrai. Donc ouais. Donc tu vois, moi je me lasse pas de t'écouter, donc je pense que nos auditeurs non plus. Attends, t'as pas encore monté. Hein. T'inquiète, ça va aller. Vous pouvez suivre Thierry sur LinkedIn, Twitter et Behance. Et merci encore d'être venu dans ce podcast. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accueilli. Merci, à bientôt. À bientôt.